on va faire une petite partie sur How to protect your data from attacks. Le but du jeu, c'est de cette présentation, c'est que moi je vais vous la faire forcément pour que vous ayez les armes contre comment protéger ces attaques, mais aussi le but du jeu, c'est que vous puissiez la refaire vous avec vos clients, parce que c'est un sujet forcément qui est très très brûlant. On adresse de plus en plus de CTO, de RSSI, de CISO, ils ont des noms velus, mais c'est des gens qui s'occupent de la sécurité. Et avant, ils parlaient sécurité réseau. Et maintenant, ils commencent à parler données. Et du coup, bah, c'est des sujets, vous, en tant qu'avant-vente, en tant qu'ingé, en tant qu'expert, sur lesquels il faut être, vous allez être confronté assez régulièrement. Donc, vraiment, le sujet, c'est comment se protéger, protéger les données contre les attaques. Il y a un peu de mix anglais-français. Je crois que c'est majoritairement en anglais d'ailleurs, parce que quand je l'ai fait un peu pour tout le monde. Du coup, vous connaissez un peu on va dire les risques principaux, d'accord? Et pourquoi il faut se protéger contre les sauvegardes. Alors, il y en a qui, soyez pas mauvaise langue, il y avait déjà du feu dans le Accidental Disaster, c'est pas moi qui l'ai rajouté, d'accord? Donc on a les désastres naturels, les problèmes dans les data centers, les problèmes utilisateurs avec les suppressions accidentelles, les attaques internes, externes, les problèmes de rétention légale, d'accord? Vous connaissez forcément ce scénario, ça c'est pas fou, je vais l'apprendre, c'est pour que vous puissiez l'apprendre à vos clients. Puis il y a aussi peut-être des sujets qui sont plus celui des providers, des SS2I, c'est le turnover, c'est de plus en plus de trucs hyper connectés, de plus en plus de réseaux, des problèmes de mise à jour de compétences, faire des formations, de plus en plus de produits, augmenter la marge, donc réduire les coûts, donc réduire les effectifs, le budget. Voilà, ça c'est des problèmes sur lesquels vous êtes confrontés tous les jours. Et ça, malheureusement, ça augmente les risques. C'est des risques à prendre en compte. S'il n'y a plus personne qui sait manager la solution, c'est un risque pour l'entreprise. Si on essaie de trop cut dans les budgets et qu'il n'y a plus pour la sauvegarde, bah, c'est un risque. C'est vraiment des choses qu'il faut malheureusement bien prendre en compte. Mais j'ai considéré que c'est quand même assez important de définir c'est quoi une attaque. Parce que vous allez voir dans les news et vos clients ils vous disent oui, je veux me protéger contre un ransomware. Voilà, c'est le mot. Il y a un mot-clé, ransomware. Il y a 10 ans, c'était Cloud. Voilà, on disait Cloud, c'est tout. Il y a pas de stockage, il n'y a pas de Cloud. Bon, maintenant, on parle de ransomware. C'est plus du hacking, c'est plus du piratage, c'est plus du worm, du trojan, du truc. C'est du ransomware. Point. Donc, ce que j'aime bien, c'est vraiment de commencer à dire aux clients, mettez pas tout derrière le ransomware. Il y a plein de potentielles attaques, d'accord? Il y a plein de risques. On a vu les risques qu'il y avait détaillés avant. Il n'y a pas que les risques d'attaque externe. D'accord? Il y a pas que, il y a les hacking, internal threat. Et donc, en fonction de tous les risques que va lister le client, donc vous allez lister, il y a plusieurs façons de les protéger. Tout n'est pas couvert par la sauvegarde, d'accord? Mais en grande partie, il y a des choses sur lesquelles nous on peut vous aider et à mitiger ces risques. Donc déjà, c'est important de lister tous ces trucs-là et de pas rester bloqué dans le sujet ransomware, ransomware, ransomware. Donc je vais commencer à lister certains risques. Vous allez voir les contre-mesures, hein, les moyens de mitigation qui existent. Euh, bon, première chose, c'est un risque de disaster, donc de désastre naturel ou de tout ce qui est accident. L'avantage de Vim, c'est que c'est résilient. Je pars de la base hein, pour que tout le monde ait le discours et que vous les ayez avec le client. On est un produit qui n'a pas de catalogue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une corruption complète des données. On ne peut pas juste corrompre la base de données du VBR. On peut pas perdre. Si on perd un VBR, ça n'a pas d'impact. Et ça, c'est un élément clé différenciateur. Il n'y a pas de reconstruction. Moi, j'ai connu des produits et j'ai vu des concurrents qui ont des produits qui ont des bases de données avec qui se font crypter leur serveur de base de données et c'est fini en fait. Il n'y a même pas besoin de s'embêter Ouais. avec les sauvegardes. Il suffit de crypter la base de données. Nous déjà, ça, c'est pas un SPOF. Ensuite, ça induit que les fichiers de backup sont complètement autonomes et portables. Donc vraiment, si on arrive à sécuriser les archives, les VBK, les VUB, le repository en somme, si on arrive à sécuriser tout ça, on se retrouve avec des données qui sont restaurables de toutes les façons différentes et même de façon très transparente avec un truc qui s'appelle Extractor Tools que vous retrouvez sur Google, sur le site de Vim, qui permet vraiment, c'est un point exe, vous l'ouvrez, prenez votre VBK et ça vous génère un VMDK. Donc c'est relativement très très facile à utiliser, ça permet de faire du disaster recovery dans pas mal de scénarios. D'accord? L'infrastructure.
En gros, le plus important, c'est votre repository. C'est ça dont il faut se souvenir pour la mise en place d'un PRA et au moins voilà, d'une reprise d'activité. S'il vous plaît, respectez les fondamentaux. 3 copies de données, d'accord? Donc votre VM en prod. Donc après 2 copies de sauvegarde sur 2 médias différents, dont un qui est hors site. Je suis désolé de vous le répéter, j'en ai encore qui ne le font pas. Et ceux qui ne le font pas, ils vont bientôt le faire. Parce que vraiment, on a vu ce que ça donne. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive au... C'est arrivé à Amazon, ils ont un data center qui a brûlé il y a quelques années, c'est arrivé aujourd'hui au VH. Il y a des dégâts des eaux sur des îles, enfin on n'est pas près de... Personne n'est protégé. C'est 2 copies de 2 données, d'accord? 2 copies de sauvegarde, 2 supports différents, dont un qui est off-site, sur un autre site. À minima. Ouais, c'est 3 copies de sauvegarde, c'est 2 VM de prod, une c'est la prod, et deux sauvegardes. On voit ici, on a la VM et 2 VBK derrière. Mm, mm. À minima, bien sûr, hein. Si vous Ouais, voulez ça c'est faire une ça sur règle d'or à Brotel, minima. Tape, et Repository, faire ce que vous voulez avec votre client, moi j'ai pas de problème, hein. À minima, ça vous protège contre beaucoup de scénarios. Ensuite, accélérer. Ensuite, si jamais vous avez, donc c'est toujours dans le risque disaster, d'accord? C'est bien, le problème c'est on a sécurisé nos données. Maintenant, on va avoir pas mal de trucs qui sont bien avec Vim, c'est pouvoir accélérer le recovery. Parce que derrière, si ça plante, il y a un disaster. On a l'instant recovery, d'accord? On travaille directement depuis le stockage de backup. C'est là où c'est intéressant d'avoir du stockage performant au premier tiers, XFS, REFS, pour pouvoir faire du direct restore. On a vu que maintenant on a l'instant VM restore, on a le direct restore depuis VMware, depuis Hyper-V, et on a aussi avec les bases de données, je sais pas si je l'ai mis derrière, mais on est capable aussi maintenant de faire du direct restore de bases de données, d'accord? Donc on est capable de streamer de SQL Server ou de l'Oracle pour redémarrer depuis les sauvegardes. Donc si on a des grosses bases de données ou des grosses VM, on peut leur mettre à disposition en cas de sinistre le plus rapidement possible. Petit rappel, hein, ça c'est surtout pour les clients, c'est pas pour vous. Vraiment, on fait du vPower NFS, on met à dispo la VM en quelques minutes, et derrière, on est capable de faire une migration, donc un storage vMotion ou un storage motion de la machine pour la repeupler sur l'hyperviseur et la remettre à dispo. Pareil avec la base de données, d'accord, on fait un publish de la base de données directement, ça émule des fichiers, le serveur il démarre comme si de rien n'était, vraiment le serveur de prod, hein. Si jamais vous avez backupé du SQL et vous avez un autre SQL ailleurs, vous êtes capable de faire directement une publication directe sur l'autre serveur de la base de données SQL, et derrière, en tâche de fond, on fait du copy. Bon, bah pour rajouter une corde à notre arc, hein, vous avez vu, on a maintenant le Continuous Data Protection, d'accord? Donc c'est minimum RPO, d'ordre de quelques secondes, pas d'impact sur les performances, puisque on est sur des filters au niveau des VM, et on les envoie de l'autre côté, avec cette fois-ci des RTO instantanés, puisque la machine est déjà en place, et on est capable de la redémarrer avec des failover et failover plans, et ensuite de faire un failback pour revenir en état initial. Donc c'est pareil, c'est des arcs, c'est des cordes à vos arcs pour être le plus granulaire possible. D'accord? On part des backups, on fait de l'instant de VM restore. Si on a de l'électricité, on met du CDP, on fait de la réplication, on a plein de choses à dispo. Maintenant, ça c'était un risque de désastre, ça c'est des features que vous connaissiez déjà. Maintenant, votre client il a quand même autre chose que des désastres, il a aussi des risques de type ransomware. Mais le ransomware, attention, le ransomware, c'est quoi? Un ransomware, ça accède à vos données, d'accord, et ça les encrypte. Et ensuite, ça vous fait du chantage. Faut remettre dans son contexte. C'est vraiment un hacker qui accède aux données. Donc déjà, c'est dangereux, il a la main sur votre infra pour pouvoir faire tourner un ransomware. Quand le ransomware tourne, il crypte les données, mais généralement, il y a des backdoors, hein. C'est un hacker, c'est pas juste un truc pour exé qui est lancé comme ça. Il y a un hacker derrière. Et en plus, ça peut attaquer soit la production, soit les backups, et ça peut attaquer les deux aussi. Donc c'est important de bien dire au client contre quoi vous voulez prévenir les ransomware, sur votre prod ou sur vos sauvegardes. Donc déjà, on va commencer par étudier les ransomware sur la production. Avec Vim, on sauvegarde la production, mais on a aussi des outils moins connus toujours, qui sont Vim1 et qui ont des outils pour donner de la visibilité. D'accord? On va pas pouvoir, nous, Vim, empêcher un ransomware de se propager, on n'est pas antivirus, on fait pas de l'inside packet, etc. Par contre, on a des outils de visibilité. Il y a des alertes Vim1, on va voir après, de possible ransomware alert, avec des actions de rémédiation automatique. Dès que cette alerte est détectée,
peut shut down la VM, on peut envoyer un mail, on peut couper le réseau. Voilà, c'est des actions préventives. Et on peut aussi traquer qui fait quoi. Parce que comme je vous l'ai dit, s'il y a un hacker qui prend la main sur l'infrastructure, il a forcément réussi à prendre un compte administrateur, un compte root, quelque chose, et on peut traquer qui fait quoi, et ça vous permet de détecter s'il y a eu des actions malveillantes qui ont été faites dans l'infrastructure. Donc la première alerte, c'est la live alert, c'est le possible ransomware alert. Ça va selon des critères par défaut qui sont CPU usage, bande passante usage, data store usage, etc. Si toutes ces valeurs sont dépassées, ça fait des warnings, puis après ça fait des alertes. Donc ça vous permet de détecter s'il y a un usage qui est fait de façon pas normale sur la machine, sur l'ensemble des machines. Celle-là, elle travaille pas depuis longtemps, elle se met à craquer. On peut se dire c'est une possible ransomware alert. Donc ça, c'est en live. Ensuite, a posteriori, vous avez suspicious incremental backup size. Si votre machine elle est cryptée et que bon bah c'est déjà une machine qui bosse beaucoup ou qu'il a réussi à la crypter de façon on va dire très peu rapide, on va dire, doucement, ce que ça fait cette alerte, c'est que ça vous dit bah attention, votre taille de votre backup incrémental, elle est beaucoup trop grosse. Généralement, quand ça crypte les données, ça veut dire que le change block tracking, il est limite à 99,99%. Et donc ça, c'est tout simple, ça va juste vérifier votre chaîne d'incrément, et dès qu'il y a un incrément qui a une taille complètement déconnant, délirant, ça va vous faire une alerte suspicious incremental backup size. C'est peut-être déjà trop tard, puisque vous avez déjà crypté depuis une journée ou deux, mais au moins ça vous permet de revenir en arrière sur 2-3 jours au lieu de perdre après 140 jours. Donc c'est relativement important d'avoir ce genre de check. Et la dernière chose au niveau de Vim1, c'est la partie Object Change Tracking. Ça permet de traquer par utilisateur et par données, et ça marche aussi bien sur l'infra VMware que Hyper-V et que Vim. Vous avez 3 types de rapports qui vont vous lister qui fait quoi. D'accord? Et ça, c'est important de voir, par exemple, s'il y a un compte route d'un ESX qui se met à modifier des trucs, c'est pas normal. Je suppose que le compte route, il n'est pas censé être utilisé. Ou alors qu'il y a un compte, comme c'est le cas ici, là, on voit qu'il y a eu d'habitude 8, 9, 0 actions, et ce jour-là, il y en a eu 116. Et derrière, on a la liste de tout ce qui a été fait. Donc pareil, ça vous permet peut-être d'identifier qu'il y a un compte qui est en train de faire n'importe quoi sur l'infrastructure. Donc ça, voilà, c'est des choses qui sont importantes. Et je pense que tous ceux qui font de l'ISO 27000 ici connaissent l'importance de ces rapports juste pour les fournir à la personne qui vient faire les diagnostics d'ISO 27000. Et enfin, le Restore Activity, c'est pareil. Ça, c'est pareil, ISO 27001, Compliance et compagnie. Vous allez avoir toutes les restaurations qui ont été faites sur, par exemple, le dernier mois, la dernière semaine. Et ça vous permet de savoir s'il n'y a pas des comptes qui n'ont pas censé faire des restaurations, qui sont bien faire des restaurations. Ou alors le compte de Daniel qui est parti en congé, qui, boum, gros pic de restauration alors qu'il n'est pas là. Ou alors qu'il n'y a aucune raison qu'il restaure de son machine dans la journée. Parce que quand il va restaurer les données, il va peut-être pouvoir aller après faire du FLR, chercher des fichiers de conf et des choses comme ça. Donc, pareil, pour que vos clients ils habitent local leur VM, mais il faut que vous aussi vous ayez dedans, vous ayez cette possibilité d'aller voir a posteriori. Maintenant, nous on a des indicateurs de visibilité sur l'infrastructure de production, mais si jamais c'est trop tard, heureusement on a sauvegardé cette infra de production, et on va retrouver ce que je vous ai déjà dit un peu tout à l'heure. Mais en plus, on a des features intéressantes qui s'appellent par exemple Secure Restore. Secure Restore, c'est au moment où vous faites votre restauration, vous avez la possibilité de passer un antivirus. D'accord? Donc au moment où vous faites votre restauration, vous sélectionnez un antivirus, je crois qu'il y en a 3 qui sont par défaut reconnus, et derrière s'ils sont compatibles avec 4 par défaut. 4 par défaut. Kaspersky a rajouté en V10. Ouais. D'accord, donc il y en a 4 par défaut, Windows, Kaspersky, Note32 je crois, et Z. Et du coup ces antivirus-là permettent vous pouvez passer un scan avant de les restaurer. Donc par exemple si vous avez un suspicious incremental backup, que derrière vous voulez restaurer en prod un truc qui a 4-5 jours, bah, vous passez un scan automatique d'antivirus avant de faire la restauration. Ça vous permet de valider que si jamais vous avez un antivirus qui n'était pas dans la VM et que vous l'avez sur le repository, d'aller scanner la restauration. Pareil, il y a le stage restore. Là, on l'isole. En plus, au lieu de le monter sur le repo, de le scanner et après de le restore, là, on le restaure dans une bulle isolée et on demande à l'antivirus qui est dessus d'aller faire un scan. Ça, c'est vraiment quand on est très suspicieux. Mais tout ça, ça permet le stage restore dans un cadre de sure backup. Sure backup, c'est test automatiqué de restauration. Ça restaure dans un environnement isolé. Ça va passer une moulinette d'antivirus et ça va permettre d'envoyer un rapport en disant voilà, une fois par mois, une fois par semaine,
J'essaie de redémarrer ma machine, ça marche. Heartbeat OK, ping OK. Et en plus, j'ai fait un scan antivirus avec une base de données d'antivirus qui est à jour, versus quand il y a un mois, on a fait le backup. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez vendre en tant que provider à vos clients. D'accord? C'est des choses qu'il faut que vous connaissiez et que le client sache qu'il a accès à ce genre de feature. Justement, le principe de Secure Restore, hein. On sélectionne un point de restore, le Moon Server avec la base de virus va monter le serveur, il va vérifier la VM, et si jamais il n'y a pas d'infection qui est trouvée, il la restaure. Si jamais il trouve une infection, on peut lui dire de disable le network, du coup il finit quand même sa restore, mais il coupe la carte réseau pour éviter la propagation. Et si jamais vraiment on ne veut pas, il stoppe direct. Et ça vous permet, dans des scénarios de disaster recovery, de ransomware pour vos clients même, hein, d'automatiser un maximum les restaurations. Parce que j'ai déjà vu le cas chez un client, il avait un ransomware, il a dû tout couper, il a dû restaurer les machines une par une à la main, donc à chaque fois il faisait des jobs de restauration, clic droit, restore, nanana. Il allait dessus, sans carte réseau, en mode console, il regardait l'intégrité, oui, non, c'est pas bon, il supprime la machine et elle relance une restore depuis une ancienne sauvegarde. Imaginez la cadence à faire 20 VM par jour quand on a 300 à remonter. Très important de savoir automatiser tout ça. Et donc, voilà. Ah non, j'ai dit, donc c'est Note 32, ouais, c'est Z Note 32, Windows, Symantec et Kaspersky depuis la V10. Merci des slides à jour. Ok, sur backup, comme je vous le disais, il y a une petite appliance de NAT qui démarre et qui permet de faire du Virtual Lab et qui permet dans un réseau isolé de redémarrer nos machines. Hop, on démarre l'appliance. On stream les données, le fameux instant recovery. On les démarre à la volée dans cet environnement isolé et on va tester le ping, le heartbeat, l'applicatif. D'accord? Ça, ça nous permet de faire des tests automatisés de restauration. Et bien sûr, on peut rajouter le Secure Restore pour faire une analyse anti-malware. C'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à poser des questions, il y en a déjà quelques-unes. Pendant que je fais la presse, je ne veux pas m'arrêter. Et Yohan ne peut pas répondre, mais on se J'en chargera ai de vous pas répondre vu là, après. moi. Si, il y en a deux, trois en fond. Bien sûr, on a aussi des features pour protéger contre le stockage objet. Pardon, oh là là, contre les filers. Du coup, depuis la V10, on est capable de sauvegarder des filers, SMB, NFS, donc directement des systèmes de fichiers, sans avoir besoin de sauvegarder, notamment si c'est une baie, par exemple un EasyLearn, etc. Ça propose que du SMB ou du NFS. Sauvegarde ce système de fichiers. Bon, si jamais il y a un ransomware qui vient crypter tout le serveur de fichiers, on est capable de faire de l'instant publish. Instant publish, c'est vraiment mon Moon server, donc mon serveur d'infrastructure, va publier mon share en read-only. Donc déjà, c'est une première chose. Les utilisateurs vont pouvoir se connecter à ce nouveau share, donc forcément, il faut changer les DNS, à ce nouveau share, et vont pouvoir au moins en read-only aller continuer à travailler sur leur fichier. On peut aussi, si jamais c'est qu'il y a eu on va dire une suppression accidentelle ou volontaire, faire une restauration uniquement des fichiers qui ont été modifiés, et pas du share complet. Et pareil, on est agnostique, hein, donc on peut faire un restore sur n'importe quoi. On a backupé de l'EasyLoad, nous on s'en moque, on a backupé du SMB ou du NFS. On peut les restaurer sur n'importe quel type de SMB ou du NFS. Alors, Orchestrated, alors forcément, bon bah c'est une corde au pied à notre arc, hein. C'est la partie vidéo, VDRO, Vim Disaster Recovery Orchestrator, dont on a parlé un peu. On en parle un peu moins, on va en parler de plus en plus pour les providers. C'est quand même une feature. Enfin, VDRO et le CDP, c'est des features qui sont pour l'instant majoritairement soit pour les enterprises, soit pour le IaaS, pour les providers de IaaS, qui font des infrastructures mutualisées mais qui ont la main sur toute l'infrastructure, soit pour des infrastructures dédiées pour des clients. D'accord? Il n'y a pas de mutualisation avec du self-service, etc. C'est encore assez restreint à ce niveau-là, mais ça permet par exemple de proposer à votre client d'avoir directement, avec du CDP, avec de la restauration, avec du backup, etc., de pouvoir orchestrer tout son DR. Donc ça génère un rapport automatique, vous vendez ce rapport à votre client en disant voilà, ton job de backup, il y a ça, ton job de réplication, ton job de CDP, il y a tout ça dedans.
tu as des cibles de RTO d'une heure, des cibles de RPO de 24 heures. Ça va générer automatiquement la doc, ça va générer automatiquement les configurations, et on va pouvoir faire des tests réels de plan de reprise d'activité pour voir si on a bien le RTO souhaité. Et en plus, si jamais le client met à jour, parce que son job, il est dynamique, hein, généralement on fait des jobs qui pointent vers des tags, des folders, des choses comme ça mettra automatiquement à jour la doc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant à l'ère du disaster recovery. Voilà, maintenant, c'était le sujet sur un ransomware, une attaque sur la prod. Maintenant, ransomware sur les backups. On a vu que le repository, c'était le nerf de la guerre. Et pour se prémunir contre un ransomware sur la partie pour se prémunir contre une attaque ou un ransomware, un hacking sur la partie repository, on a toujours les mêmes arguments. Catalogue free, d'accord. Tant que le repository est sécurisé et qu'il y a plusieurs copies de la donnée, on est OK. Les fichiers sont autonomes, on peut les ouvrir de n'importe où. Également, c'est une connexion propriétaire et encryptée qui est faite entre les data movers. C'est-à-dire que votre VBR avec vos proxys, avec votre repository, c'est les data movers qui parlent entre eux avec une connexion qui est encryptée. Je vous dis ça parce que vous allez avoir la concurrence qui va vous dire oui, mais c'est du Windows, oui, mais c'est du Linux, Vim c'est pas sécure. Ouais, moi je fais DDBoost, c'est un protocole particulier, Catalyst c'est un protocole particulier, etc. Là, il faut savoir que nous aussi, en fait, c'est un protocole particulier. Certes, ça s'installe sur Windows et sur Linux, mais si vous mettez la matrice de flux en place pour sécuriser uniquement les composants Vim, c'est des composants qui discutent entre eux c'est des composants data mover, vous voyez dans les services qui sont lancés, et qui encryptent les données avec des clés de certificat entre les deux. Du coup, si certes c'est du Windows, certes c'est du Linux, mais derrière, si vous sécurisez bien votre Windows ou votre Linux, le Vim c'est bien sécurisé aussi. Et maintenant, on a la possibilité d'intégrer aussi de l'immutabilité, que ce soit sur le niveau objet ou que ce soit sur le niveau disque XFS. Ça vous donne la possibilité de proposer à votre client une mitigation des risques pour mitigate la partie modification pour se prémunir contre des modifications, des suppressions volontaires ou accidentelles des données. Comme je vous le disais, je connais pas la définition en français de mitigate, ça me dérange mitiger. Pour mitiger vos risques, ça implique quand même d'avoir beaucoup de domaines d'expertise, d'accord. Faut pas réduire la mitigation des risques à Vim, d'accord, à votre soft de sauvegarde, parce que première chose, sécuriser, ouais, limiter les risques. Merci aussi, ça marche. Mitiger, limiter les risques, ça implique déjà sécuriser vos data centers. Alors ça, c'est des hyperliens, d'accord, qui renvoient vers le Vim Best Practice Guide. Mais première chose, sécuriser vos accès physiques. C'est bête, hein, mais un insider, une attaque interne, quelqu'un qui veut vraiment faire les choses mal ou accidentelles, hein, qui rentre dans la mauvaise cage du data center et qui débranche un truc, j'ai envie de vous dire, c'est bête, hein, mais c'est le minimum, c'est sécuriser vos serveurs physiques. Il y a des cas, hein, j'ai envie de vous dire, j'ai eu une histoire qui m'a été racontée de quelqu'un qui a réussi à faire du social engineering, qui est rentré dans le data center du client, qui a pris le serveur et qui est parti avec. Vraiment, vous vous rendez compte, il est parti avec les serveurs du client. Le serveur, ça coûte 25 000 euros, hein, on rigole. Hein. Il est parti avec, comme ça, tranquille. Pourtant, accréditation, tout ça. Hein. Bénil. Mais donc sécuriser votre serveur physiquement. Ensuite, sécuriser la partie hardening de l'infrastructure, c'est-à-dire, on verra sur Windows et Linux quelques détails. Limiter le RDP, limiter le SSH, fermer les flux, mettre des comptes d'accès restrictifs. Il y a toute une best practice guide à respecter, sortir du domaine, forcément. Sécuriser votre domaine pour tout ce qui est VBR, tout ce qui est repository, sortez-le du domaine. Ça n'a aucun intérêt de le mettre dans un domaine. Voilà, utiliser des zones de segmentation. Je pense que vous êtes tous providers, vous avez plein de VLAN différents, mais bon, au début, on fait des VLAN, puis après on dit ah ça marche pas, je fais du NI, puis après je ne reviens pas en arrière. Voilà, ça nécessite beaucoup de domaines d'expertise autres que votre simple casquette d'expert de sauvegarde. Voilà, il faut vraiment dire à tout le monde que c'est plus compliqué que ça. Et il y a un petit outil sur le Best Practice Guide que je voulais vous montrer qui permet de créer sa propre matrice de flux. On est nombreux à avoir besoin de faire des DAT, d'accord, pour soi, pour son client, pour l'intégration de je sais pas quoi, etc. Je vais cliquer dessus, ça va s'ouvrir quelque part. Tac. Et en gros, ce qui se passe ici, c'est que je vais pouvoir sélectionner déjà les opérations que je veux réaliser dans mon infrastructure. Par exemple, je vais prendre des trucs assez simples. Backup,
avec get snapshot sur du vSphere, crash consistant. Ouais, on va rester sur des trucs. Voilà, ça c'est une des opérations que je peux faire. Je peux rajouter plein de types d'opérations. Submit. Maintenant, je vais choisir les composants d'infrastructure. Donc pour faire les opérations que j'ai définies, je vais dire que j'ai besoin d'hyperviseurs vSphere. Je vais rajouter un hyperviseur vSphere. Je vais rajouter un proxy Windows en hot-add. Je vais rajouter un repository de type Linux. Ajouter. Voilà, je vais rajouter mes composants, submit. Et derrière chacun de mes composants, je vais les mapper carrément un hostname à une IP. C'est lourd, hein, on peut se dire comme ça, mais ça vous permet d'avoir une matrice de flux super correcte. Voilà, mon repo il est en 192.168.1.1. Je l'ajoute. Mon VBR 192.168.1.2. Tu les, Mon ouais, vSphere, faut que tu les... ouais, je vais les mapper après 192.168.10.2. Je vous fais ça à l'arrache. Hein. Et si vous avez tous vos rôles, d'accord, et derrière il faut les mapper. Mon vSphere, il est là. Mon Linux repo il est là. Mon vSphere ESX, je m'en moque, c'est mon vSphere. Proxy Windows, ce sera mon VBR. D'accord. Il faut vraiment tous les mapper. Ma base de données, mon Enterprise Manager, ma base de données d'Enterprise Manager. Vraiment, ça vous dit tout. Ma Active Directory, allez, c'est freestyle. Tout est sur le VBR. Et, je vais rajouter client X. Hop. Je le map avec mon truc derrière. Voilà, j'ai tout mappé. Normalement, je fais submit. Et voilà, derrière, je vais zoomer un peu. Derrière, ça me fait ma matrice de flux avec mes hostnames, mes IP, mes rôles, from, to, avec les protocoles qu'il faut ouvrir. Ça vous évite d'aller ouvrir toute la matrice de flux de Vim. D'accord. Ça l'a fait pour vous. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Donc forcément, si vous faites du backup avec des VX, si vous faites des backups avec du guest file intérieur, etc., la liste peut être gigantesque. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et en haut, là, vous pouvez faire un download d'Excel. D'accord. Et comme ça, à la fin, vous avez votre Excel que vous pouvez mettre dans votre DAT, donner à votre équipe réseau pour essayer de sécuriser au mieux les flux. Voilà, j'espère que c'était clair. Moi, je trouve, en tout cas. Bah écoute, merci Johan, c'est gentil. Voilà, donc ça c'est important pour faire votre matrice de flux, parler de sécurité tout le temps avec vos clients. Hein. Donc voilà, le hardening de repository, c'est extrait de la doc, hein, du Help Center, du Best Practice Guide qui est fait par nos chers solution architects. Keep it simple, Windows Server pas dans le domaine, sécuriser physiquement, local account, permission sur un folder spécifique, firewall Windows, firewall externe, disable le RDP si possible, encryption Vim, c'est juste la base. Voilà, c'est juste comme ça, vous avez une petite checklist de trucs minimum à prendre en compte pour pouvoir correctement faire votre sécurisation. L'autre risque, donc là on a vu comment protéger ces données de sauvegarde. Un autre risque sur lequel il faut savoir se protéger, c'est les attaques internes. Ça marche aussi pour d'autres cas, il faut savoir que j'ai essayé de les siloter, mais il y a des trucs qui sont ici qui servent pour plein d'autres cas forcément. C'est le fameux V11 hardening de Linux Repository. Ça permet d'éviter qu'un administrateur ou un pirate qui prend des comptes admin, qui prend des accès admin par exemple, puisse supprimer les données récentes. D'accord. Ce qui veut dire que le data mover, le fameux composant qu'on installe sur le repository Linux, il n'a pas les accès en route. Et le SSH, il est disable. Donc, on limite la surface d'accès. On empêche autre chose que le data mover de Vim. Si jamais il y a une corruption du data mover, on ne sait pas, hein, les hackers peuvent faire tout. Ils n'ont pas les accès en route. Et on met un flag d'immutabilité sur les fichiers qui sont envoyés de l'autre côté. Et ça permet de se protéger, attaque interne, attaque externe, contre plein de scénarios d'attaque. Je ne vais pas en détail, mais en gros, votre repository Linux, je l'ai envoyé précédemment dans le chat, le step by step, il est sans SSH. Si vous pouvez enlever limite ce que je voyais passer, ce que je vois passer dans les trucs extrêmement sécurisés, c'est qu'il n'y a que le management qui a les accès en IDRAC, en ILO, en IPMI, avec un mot de passe sur l'IDRAC ou l'ILO du repository. Et du coup, c'est à chaque fois que si jamais il y a des actions qui sont nécessaires d'être faites sur la machine, c'est un one-time password. Et une fois que les actions sont terminées, on régénère un nouveau password que uniquement le manager connaît. C'est très lourd. C'est un truc genre briser la glace, etc. Mais à un moment, quand on veut sécuriser,
malheureusement, il faut mettre en place des règles extrêmement strictes là-dessus. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas considérer que la seule fonctionnalité d'immuabilité qu'on coche dans Vim suffit à rendre le repository immuable. Ça s'inscrit, c'est une brique de base, mais ça s'inscrit dans une considération globale. Exactement. L'exemple qu'a donné GhostDev dans sa newsletter était assez marrant. On met de l'immutabilité sur le repository Linux, mais le serveur de temps, c'est toujours l'Active Directory. On change le temps dans l'Active Directory, ça supprime toutes les données de l'immutabilité. Toi, c'est vous, enfin, dites-vous bien que c'est très compliqué la sécurité. Nous, on l'aborde vraiment sur ce qu'on est capable de donner en options supplémentaires, mais les discussions avec les clients sont beaucoup plus larges que ça. Je sais que ça génère beaucoup de questions, hein, mais voilà, c'est vraiment, faut mettre les clients face à leurs responsabilités aussi. L'immutabilité, on sait aussi sur le stockage objet, d'accord? On coche la case, on choisit l'immutabilité sur du stockage objet, S3, donc c'est AWS ou S3 compatible, et forcément, bah, ça évite les insider protection, ça évite les attaques internes, ça évite les attaques externes, ça évite les suppressions accidentelles ou volontaires. Petite aparté, si jamais vous avez VBO, vous pouvez pas le faire pointer vers le même compte de stockage, vers le même bucket, d'accord? Le bucket, vous le mettez en type object lock pour faire du VBR, et vous pouvez pas mettre du VBO sur un bucket object lock. Vous êtes juste obligé de faire deux buckets. C'est rien, hein, mais ça nécessite deux buckets. Merci à Maxime qui a remonté le point tout à l'heure. Et pour finir, bah, vous êtes aussi, vous, une brique supplémentaire à la protection des données de vos clients. D'accord? Cloud Connect Backup, si vous copiez les données vers un provider, déjà ça fait une copie externe des données. Et il y a il y a trois features hein, qui sont intéressantes côté Cloud Connect Backup. L'insider protection. Donc l'insider protection, c'est une corbeille. Hein. Vous avez la capacité de mettre en place une corbeille pour vos providers. D'accord? Cette corbeille, pour vos clients, pardon, pour vos tenants. Cette corbeille vous permet qu'en cas de suppression volontaire ou accidentelle des données du client, d'accord, un hacker il prend la main sur le VBR, il fait clic droit, il fait supprimer. Ça a déjà été vu. Bah, en fait, de votre côté, il y a une corbeille qui est mise en place, et du coup, bah, l'attaquant ne peut pas accéder à cette corbeille. Une fois que le client a remis la main sur ses services, vous avez juste à redéplacer les données de la corbeille vers son folder, et il peut de nouveau découvrir les données. D'accord? Très important, insider protection, ça nécessite de faire des incréments et des foules, d'accord? Il faut que le client ait configuré des foules synthétiques ou des foules en tout cas périodiques toutes les semaines pour fonctionner. Et vous pouvez maintenant, depuis la VSPC V5, facturer l'insider protection. Vous l'a montré Johan tout à l'heure dans la capture. L'insider protection est tout ce qui va être stockage objet, capacity tiers et glacier archive. Vous pouvez les facturer comme type de stockage spécifique grâce à la VSPC. Et le dernier truc, c'est AirGap. AirGap, c'est le turn on to tape. Vous êtes capable, Cloud Connect Backup, de mettre ça sur tape. Donc vous êtes vraiment en capacité, vous avez beaucoup de cartes en main pour mettre des choses en place, des offres pour vos clients, pour vraiment les protéger contre cette partie ransomware, mais contre, pas que ransomware, voilà ce que je veux dire, c'est vraiment contre plein de types d'attaques. Il y a plein de vecteurs d'attaques différents, il y a plein de risques, il faut les lister, il faut mettre votre client face à tous ces risques-là, qui sont pas juste j'ai un point .exe téléchargé par un de mes utilisateurs sur son Outlook, il a cliqué sur un mail, son workstation s'est fait crypter quoi. Ça c'est rien presque par rapport à tout ce qui peut se passer en attaque. Et pareil, bah, le disaster recovery, hein, c'est d'avoir un plan de PRA mis en place avec du Cloud Connect Réplication quand c'est mutualisé, Cloud Connect Réplication qui gère très bien la partie vCloud Director.